Bonjour chers auditeurs, je suis Valérie Delande et je vous souhaite la bienvenue dans Happy Podcast, le podcast du bonheur rentable. Chaque mois, je vous présente un nouveau héros qui a capitalisé sur ses failles pour agir et concrétiser ses rêves d'humanité en osant montrer sa vulnérabilité. Je vais à la rencontre de ces entrepreneurs, leaders, artistes fêlés pour leur présenter un miroir, écouter leurs réactions et explorer leur histoire à l'aide de l'oracle du bonheur rentable. Cet échange donne lieu à 3 épisodes pour présenter leur capital identitaire, leur capital humanitaire et révéler leur comportement monétaire. Pour cette rentrée 2026, j'ai le plaisir de vous présenter Paul Barrett, spécialiste de la présence en communication et en respiration. Pour ce premier épisode, je vous propose de découvrir ses fêlures et son chemin d'éveil. Eh bien, bonjour Paul. Bonjour Valérie. Alors, je vais bien sûr commencer par présenter ton capital identitaire. Alors Paul, tu es coach, expert en High Impact Communication dans le monde corporate, mais tu es aussi Senior Trainer, expert en intelligence émotionnelle, certifié en Transformational Breath dans le monde associatif. Tu es également comédien, acteur, conférencier international autour de tes thèmes de prédilection, l'impact, la présence, la respiration et le leadership transformationnel. Tu es né en Angleterre en 1956 dans une famille britannique conventionnelle, mais très tôt la vie t'offre un cadeau déstabilisant. À 3 ans, tu pars vivre en Iran. Là-bas, c'est la liberté totale. Pieds nus, cheveux au vent, tu cours dans la chaleur, tu respires sans contrainte. Le monde est vaste, les règles sont floues, la vie pulse. Puis à 9 ans, retour brutal en Angleterre. Pensionnat, uniforme, système rigide, incompréhensible pour toi. Le premier jour d'école, on te confond avec un autre élève. Ball ou Paul ? Tu deviens Barrett 4. Un numéro parmi tes frères. Cette scène inaugure la longue navigation entre 2 univers, la convention britannique d'un côté, la liberté iranienne de l'autre. 2 identités qui ne cessent de se heurter en toi. À la maison, l'atmosphère est lourde. Tes parents se disputent constamment. Très tôt, tu endosses le rôle d'apaisant, celui qui calme, qui réconcilie, qui sauve la famille. Ce besoin de paix et d'harmonie s'inscrit en toi comme une mission. Mais il cache aussi une blessure, celle de devoir étouffer ta propre rage pour que les autres respirent. Tu grandis avec cette ambivalence typiquement anglaise, très conventionnelle en surface, mais capable de te dégoupiller dans certaines circonstances. Tu portes en toi une bête sauvage, un corps de souffrance incontrôlable, que tu ne sais pas exprimer. Parallèlement, tu découvres que le travail normal en entreprise ne te convient pas. À 19 ans en Israël, tu es viré après 2 heures dans une usine, incapable d'appliquer ce qu'on te demande de faire. Perçu comme un rebelle, on te confie une mission dans les coulisses, celle de l'alimentation des poissons dans les étangs. Il faut se lever à l'aube, mais ça ne te dérange pas car là, tu respires. À 23 ans, tu étouffes en Angleterre. Tu sens que si tu restes, tu risques de sombrer. Alors tu pars. Tu t'installes en France, à Paris, et tu trouves une nouvelle issue de secours, le théâtre et le cinéma. Pas par passion artistique, mais par survie. Le théâtre devient ton espace d'expression, ton lieu de libération. Tu joues souvent les méchants sympathiques. Les directeurs de casting perçoivent cette ambivalence, ce paradoxe qui habite ton regard. Mais ta grande révolution arrive avec la respiration consciente. Elle devient ton outil de transformation et d'accès à l'intelligence émotionnelle. Grâce à elle, tu développes une perception instantanée des dynamiques de groupe, sans effort analytique. Tu captes tout, tu ressens tout. Cette expertise te permet aujourd'hui d'accompagner des leaders en transformation, d'animer des conventions d'entreprise et de guider des stages de respiration où les gens se reconnectent à leur vérité. Tu es profondément motivé par l'humanité, par cette capacité à compatir, à pardonner, à toucher la profondeur de notre condition humaine,
à la transcender, comme dans le film Human de Yann Arthus Bertrand, où un gangster en larmes raconte comment la mère de ses 2 victimes est venue le voir en prison pour lui enseigner le pardon. Cette scène te touche profondément parce qu'elle montre ce dont l'être humain est capable quand il accepte de s'ouvrir. Quel chemin, cher Paul, du petit garçon aux pieds nus en Iran au facilitateur de transformation que tu es devenu. Mais comme tu le sais, le chemin ne s'arrête jamais. Tu portes encore cette tension entre conformité et folie, entre sagesse et rage. Tu as construit une vie alignée professionnellement, mais tu reconnais aujourd'hui que tu n'as pas atteint ton plein potentiel. Une part de toi s'est contentée de ce qui était correct. Aujourd'hui, à 69 ans, tu sens qu'il est temps de réveiller ce qui dort encore. Alors, pour t'aider à activer ce qui est encore en sommeil, je vais t'inviter à explorer les émotions en choisissant 4 cartes de l'oracle du bonheur rentable, celles qui t'appellent par intuition, et à partager avec nos auditeurs ce qui résonne en toi en les découvrant. Mais peut-être souhaites-tu d'abord commenter ce portrait. Oui, et merci beaucoup d'abord, parce que c'est très touchant d'avoir sa vie tracée comme ça en quelques mots, surtout avec des anecdotes très précises pour pimenter tout le parcours. Donc je ne peux pas le nier, je ne peux pas dire « Ah non, c'est pas moi, c'est bien moi ». Et je reconnais bien cette tension à l'intérieur de moi entre ce que je peux appeler mes désirs spirituels d'empathie et de paix et de compréhension, avec ce qu'on peut appeler aussi un rage de reconnaissance et de vouloir être aimé et apprécié. Et est-ce qu'on peut réconcilier les deux ? Ben, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais qu'à travers la respiration, c'est une moyenne en tout cas, de les amener ensemble pour qu'ils se parlent ensemble, pour que le rage que je sais m'habite puisse être temporé par un certain apport spirituel. Mais en même temps, j'essaie aussi de jauger la pertinence de mon parcours à travers le fait est-ce que j'arrive à faire vivre ces 2 énergies ensemble. Est-ce que dans ce que je fais dans la respiration, est-ce que ma bête à l'intérieur de moi, est-ce qu'il est nourri par ce que je fais ? Et je dois avouer que oui, qu'il y a toujours un part ou une partie de l'information où cette rage peut pas seulement s'exprimer, mais qui peut aussi donner une liberté d'expression aux autres. Parce que si c'était que la bête qui s'exprime, je serais moins intéressé, je veux dire. Mais le fait que cette bête peut être utilisée à bon escient, que peut être utilisée pour donner la permission aux autres qui n'ont pas eu mon parcours. Bien sûr. Et qu'ils ont supprimé leur âge, en fait, même beaucoup mieux que moi, parce que moi, j'ai pas pu le supprimer complètement, parce que ça sortait par tous les coins. Donc, ça vient de loin. On a vu que ça vient de loin. Et après, effectivement, comme tu le dis, c'est une harmonisation. Et c'est cette... tu viens de prononcer effectivement ce mot d'autorisation, en fait, de se permettre, la permission, d'aller effectivement utiliser les deux. Et faut-il véritablement tout réunir, en éliminer un au profit de l'autre ? Moi, je pense pas non plus. Mais en revanche, les alimenter, oui, les nourrir, et faire en sorte qu'ils s'harmonisent. Oui, parce que sinon, ça peut créer
des accidents de parcours, des moments où justement il y a un de ces éléments qui prend trop de pouvoir ou trop de place. Et c'est là où on a une sensation, ou en tout cas chez moi, j'ai une sensation d'avoir raté quelque chose, ou de ne pas avoir vécu pleinement ce que j'ai comme potentiel, on peut dire. Alors je vais repartir de là, parce que j'ai terminé, c'est bien toi qui m'as dit ça un jour. Hein. Je n'ai pas atteint mon plein potentiel. Donc je reprends cette phrase et je vais t'inviter, puisque c'était la proposition que je te faisais, à tirer 4 cartes et puis à les commenter, bien sûr, puisque nous n'avons pas d'image, nous sommes en podcast, donc avec la conscience évidemment, et voir ce que ce tirage te dit de cette harmonisation qui reste peut-être à faire. Un peu pour refléter ce que tu as dit, on voit un peu les deux côtés. Là, on a une carte numéro 9, c'est énergique, avec une voiture de course. Et puis, on a un confiant avec un soleil, un parachute. Et on a ordonné. Et on a conventionnel. Ça résume assez bien. Hein? Ça résume assez bien. Et en fait, c'est aussi parce que j'ai eu un conflit assez tôt dans ma vie d'adulte. C'est est-ce que je plonge véritablement dans la vie de comédien ou est-ce que je garde un pied en dehors? Et en fait, j'ai choisi de garder un pied conventionnel. J'ai choisi même si ça me faisait un peu mal, pour dire franchement. Et je pense que je me suis déjà exprimé là-dessus, dans les coulisses des boîtes pour lesquelles je travaillais et que j'étais super bien reçu. Souvent, j'avais la sensation d'être perdu là-dedans et de ne pas pouvoir négocier les complexités d'un lieu d'entreprise conventionnel. Mais j'ai quand même quelques costumes, j'ai quelques cravates et j'ai la capacité d'être conventionnel. Et en même temps, je relève, si tu me permets, que cette carte, parce qu'on va un petit peu la décrire, tu viens de le dire, ce sont des costumes qui sont pendus dans une armoire. On peut voir aussi, tu viens de voir des costumes conventionnels du corporate. Moi, je vois aussi les costumes de l'acteur, en fait. Hein, dans le conventionnel, tu y as amené tes costumes, tes personnages. Non? Oui, mais en fait, tu ne peux pas y échapper. J'étais très content il y a quelques années quand j'étais choisi pour un film de Costa-Gavras. Et je me suis dit, génial, un des réalisateurs les plus connus au monde, j'ai choisi pour un de ses films. Je me suis emmerdé pendant le film et j'ai eu un rôle de banquier dans le film. Alors, où est-ce que j'étais? Dans une banque. Et qu'est-ce que je portais? Costume, cravate. Et est-ce que le rôle était intéressant? Non. Donc, tu peux pas savoir, en fait. Et tu peux pas non plus dire que, voilà, la comédie, c'est non conventionnel et l'entreprise, c'est conventionnel. En fait, c'est pas vrai. J'ai rencontré les gens non conventionnels dans l'entreprise, les situations non conventionnelles, les situations extrêmement intéressantes et le contraire au cinéma, où c'était très conventionnel, en fait. C'est vraiment ce que cette carte, pour moi, te dit. Et tu le résumes très bien, finalement. C'est finalement à nous de trouver à chaque fois le chemin qui nous convient et qui nourrit justement nos besoins et nos émotions dans n'importe quel des deux mondes. Là, on cite le monde du cinéma et le monde de l'entreprise. Donc, c'est une responsabilité personnelle. Et toi, tu y as amené ton bagage conventionnel et on te le remet, on te le resserre dans l'environnement du film et du cinéma qui, pour toi, représente initialement la liberté, l'aventure et les personnages. C'est assez amusant. Ouais, c'est très amusant. Mais je pense que la vie est pleine de ces paradoxes-là. C'est pour ça qu'il faut peser le pour et le contre. Et puis là j'ai retourné une journée au cinéma là, récemment et je me suis dit, non, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus le faire. Parce qu'en fait, ça me remplissait pas cette soif, oui, de liberté, de reconnaissance, d'exploration. En fait, c'était assez chiant.
Le cinéma, ça dépend qui le fait, évidemment, mais malheureusement, quand on regarde les scénarios, quand on regarde les histoires qu'on utilise au cinéma, il y en a des super intéressants, mais c'est rare. Et c'est pour quelques personnes. Et moi, franchement, j'ai jamais eu ni la volonté, ni l'esprit de sacrifice pour aller jusqu'au bout. J'ai accepté ce qu'on m'a donné, qui était déjà pas mal. J'étais très content de tourner. On est toujours très content de tourner quand on est comédien. C'est toujours et c'est exigeant. C'est un travail en soi. C'est jamais facile. Il faut dire ce qu'il faut dire au moment donné. Il faut avoir la lumière. Il faut considérer sa partenaire. Donc c'est jamais facile, quoi. On regarde les autres. Ordonner. Ouais, bon. Là, on voit une bibliothèque. Les livres. Les livres, bon, quand j'ai déménagé il y a 9 ans, 8 ans, 7 ans, j'ai vraiment été féroce avec les choix de livres que j'ai voulu amener avec moi. Je me suis laissé un peu avoir récemment, mais franchement, je suis assez exigeant pour les objets avec lesquels je veux partager ma vie. Là, tu peux regarder sur la table devant toi. Il y a une boîte de Kleenex. Je veux bien que cette boîte reste avec moi parce que de temps en temps, j'en ai besoin. J'ai un bougeoir. Ça, je veux bien ça. Tu vois, je choisis chaque objet dans cette pièce et choisis. Il n'y a pas d'autres objets qui traînent dans les coins. Parce que moi, c'est pas que j'ai une soif d'ordre, mais j'ai une soif de précision par rapport avec qui je veux vivre, avec quoi je veux vivre. Dans ta maison. Oui, dans ma maison. Et j'essaie d'appliquer ça aussi dans mon travail. C'est par exemple, quand je fais de l'animation, j'utilise des fiches. J'utilise pas les papiers A4. Pourquoi? Parce que je veux que les informations nécessaires, strictement nécessaires. Donc, il y a un ordre là-dedans, il y a une précision là-dedans, mais ce n'est pas ordonné pour être ordonné. Par exemple, quand j'étais à l'université, j'étudiais le Shakespeare et j'étais horrifié quand je suis allé dans la bibliothèque de l'université. J'ai demandé aux personnes qui s'occupaient où il est les livres de Shakespeare. Il m'a indiqué l'endroit. Et j'ai retrouvé avec horreur que les livres de Shakespeare étaient cantonnés dans une petite partie du rayon. Et les œuvres sur les critiques de Shakespeare étaient une longue d'1 kilomètre de chaque côté. Là, j'ai vu qu'est-ce que c'est une bibliothèque. Qu'est-ce que c'est une bibliothèque? Une bibliothèque, c'est un lieu de référence générale. Et moi, je ne suis pas une bibliothèque. Moi, je veux des références qui sont importants pour moi, qui sont clés pour moi maintenant. Et les restes, je mets à la poubelle, mais je suis brutal, féroce avec ça. Et c'est vrai avec des informations avec lesquelles j'anime, je suis féroce avec ça aussi. Je ne veux que l'essentiel. Parce que la vie m'a appris, il faut simplifier, qu'il faut condenser. Il faut vraiment porter avec toi que les choses qui sont importantes pour toi. Tu as parfaitement raison. Et puis, quand tu cites Shakespeare et non pas ceux qui parlent de Shakespeare, j'entends aussi évidemment l'essence, la nature réelle, l'authenticité de la parole, non pas celle qui est exploitée ou commentée. Tu vas effectivement aussi au cœur finalement de la parole de l'autre. Oui, parce qu'en fait, parce que c'est pas encore fini là. Parce que même si tu retrouves la parole d'origine, le travail n'est pas encore terminé. C'est ce que toi, tu en tires de ça. Oui. Et comment toi, tu es transformé par ça. Et ça, c'est tout un autre registre. Et la respiration m'a amené beaucoup à se concentrer sur ça, en fait. Sur vraiment, pas seulement de retrouver la nature, retrouver l'essence, mais et quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien justement, qu'est-ce qu'on fait? On saute en parachute. Dans cette société ordonnée et conventionnelle, oui et non. Moi, je ne sais pas si ça, c'est le symbole de la confiance. Oui, je comprends. Mais pour moi, c'est pas ça la confiance. C'est pas le saut d'un avion avec un parachute. La confiance, c'est quelque chose qui se construit
à l'intérieur de toi. Et même, je dirais, moi, je le remplace récemment à cause de tout le travail que j'ai fait avec la respiration. Je le remplace avec un autre mot. Pourquoi? Parce que la confiance, pour moi, je vois trop de personnes, y compris moi, qui ont en attente de quelque chose. Et on est souvent en attente de la confiance nécessaire pour aborder un projet, ou la confiance nécessaire pour se lancer dans une idée. Et là, je suis en plein dedans actuellement. Et j'ai dit, mais en fait, la confiance me manque. Mais bien sûr, il me manque. Parce que la confiance est toujours en référence au passé. C'est toujours quelque chose que tu as construit. C'est quelque chose. Et puis, le problème avec ça, c'est très bien que tu as construit cette capitale confiance à l'intérieur de toi. C'est super. Mais le problème, c'est que l'avenir n'a rien à voir avec le passé. En tout cas, mon avenir, que je regarde à 69 ans, c'est rien à voir avec la réalité et les circonstances que j'avais même il y a 10 ans. Donc, je le remplace le mot confiance avec le mot présence. Parce que je me dis, ça je peux faire. Ça je peux faire. Même dans mon indécision, même dans mon désarroi devant une situation difficile, je peux rester plus ou moins présent. C'est amusant ta vision de la carte, parce que c'est pas du tout la mienne. Donc je vais te donner, moi, tu te souviens, on parle souvent du regard, hein, et effectivement, la façon dont on voit les choses nous est propre, bien sûr. Toujours l'intérêt d'avoir des illustrations et des mots. Moi, je vois pas quelqu'un qui a sauté d'un parachute, je vois quelqu'un qui se rapproche, qui monte vers la lumière. Donc pour moi, la confiance, c'est la croyance de la spiritualité, c'est la croyance de s'élever, c'est la confiance que l'on peut avoir que justement, il y a quelque chose de plus grand que nous. Et c'est un parachute, oui, mais c'est un parachute ascensionnel, moi je le vois. Je ne le vois pas en train de descendre d'un avion, je le vois en train de monter vers les nuages et le soleil et briller justement de cette lumière de spiritualité. Et je dirais moi comme ça qu'on a vu avant tes bases, de l'ordonné, du conventionnel, de tout ce qui t'a effectivement construit ce passé dont tu viens de parler. Et là, je vois de l'autre côté, que, évidemment la respiration t'a déjà beaucoup amené, et puis il y a plein d'autres choses aussi, mais que cette spiritualité, bien sûr, que tu as, eh bien, elle se matérialise là. Et tu peux évidemment réunir ce passé et ces qualités que tu as construites en allant vers cette lumière de confiance, croyance, présence. Je crois qu'on peut tout à fait les assimiler pour moi. Et avec la dernière qui est l'énergie. Donc là, on est avec un circuit, une voiture qui va un peu vite. C'est une sorte d'accélération. La confiance, là, elle monte paisible vers la lumière. L'autre met une dose d'énergie. Donc je ne sais pas, moi, c'est ce que je vois. Non, mais c'est bien. Et puis, on peut toujours jouer avec des mots, hein, confiant. Pour moi, ce que tu décris là, c'est plutôt la foi. Oui, la croyance. Et j'en ai la plupart du temps la foi. J'ai la foi parce que il me semble que c'est nécessaire pour vivre. C'est nécessaire pour vivre, en tout cas, comme moi je l'entends. Pour être pleinement engagé dans ce que je fais, d'être dans un travail intéressant, etc., etc. Tout ça, ça me paraît évident qu'il faut avoir un certain foi. Et même, je dirais, dans la respiration, chaque stage, chaque événement qu'on crée, la foi, c'est toujours au rendez-vous quelque part. Et même si c'est comme si l'univers construit des circonstances pour te dire, eh ben, si tu croyais que c'était facile, tu vas voir. Et qu'on te met encore un petit truc pour muscler en fait ta foi. Et en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Tout le parcours que j'ai fait dans la respiration est un parcours de foi. Est un parcours où j'ai dû vraiment faire grandir cette foi en moi. Et cette foi, pas seulement dans mes capacités, mais
plutôt dans la vie et dans les propositions du moment présent. Et l'énergie, je ne sais pas. L'énergie, pour moi, c'est quelque chose que des fois, les gens me voient comme quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, mais ils ne me voient pas après l'événement. Ils ne me voient pas sur le canapé après. Non, mais je suis capable de dormir 9 heures par nuit. J'aime bien aussi rien faire. Mais je sais que ça fait partie de ma vie. J'ai besoin de doses importantes d'énergie à un moment donné. J'ai besoin que même dans la respiration, la technique qu'on utilise, Transformational Breath, donne pas mal de possibilités pour avoir des moments d'échange ou d'expression énergétique forte. Et je pense que ça me va bien. Alors, je te propose de faire une petite pause sur cette partie identitaire et d'attaquer la partie humanitaire. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode d'Happy Podcast. Je vous encourage même à le diffuser auprès de votre communauté. Pour en savoir plus sur le bonheur rentable, rendez-vous sur mon site eriget.com, E-R-I-G-E-T, ou sur ma page LinkedIn Valérie Delande. Et si vous faites partie de ceux et celles qui agissent pour transformer la société, rejoignez-nous dans la communauté de la constellation des fêlés.